heure en France. Frédéric Le Tournier, Noé Da Silva. 13h08, l'invité d'une heure en France sur France Bleu, c'est la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Ce week-end, c'est l'opération Sport Féminin Toujours, organisée par le CSA et le ministère des Sports. C'est la 3e édition. Bonjour Roxana Maracineanu. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Nous reviendrons sur cette opération évidemment dans un instant. L'actualité, c'est le chef de votre gouvernement, Édouard Philippe, qui est candidat à la mairie du Havre. Il s'est déclaré sur France Bleu ce matin. Pour lui, a-t-il dit, l'élection fait la légitimité. Est-ce que vous êtes tenté par des élections, notamment municipales ? C'est vrai qu'on nous a proposé de nous confronter au suffrage universel, surtout pour la majorité des ministres de ce gouvernement qui n'avons pas une grande expérience politique et qui venons beaucoup d'entre nous de la société civile. Moi, j'ai fait le choix de me consacrer exclusivement à mon rôle de ministre aujourd'hui, parce qu'il me prend beaucoup de temps. Et puis, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'actualités et de thématiques qu'on doit prendre à bras-le-corps, des choses très sérieuses sur lesquelles on doit agir. Et justement, l'actualité, ce sont ces révélations faites par d'anciennes patineuses, nageuses de haut niveau. Il y a Sarah Abitbol, ancienne patineuse, qui accuse son ancien entraîneur de viol dans un livre, Un si long silence aux éditions Plomb. Elle a dit hier dans l'émission Quotidien sur TMC qu'elle avait prévenu le ministre de l'époque des Sports, c'était Jean-François Lamour. Je vous propose de l'écouter et de réagir. Je l'ai appelé pour l'avertir que quelqu'un de dangereux était là, en place, et que j'aimerais savoir s'il y a un dossier en place pour pouvoir engager la suite. Il m'a rappelé et il m'a dit, écoute, il y a un dossier qui existe, mais on va fermer les yeux. Et si tu as besoin de moi, par contre, pour tes spectacles, on peut s'arranger, je peux t'aider. Votre réaction, Madame la Ministre, on va fermer les yeux ? Écoutez, ce qui est important, c'est qu'il y ait des dossiers qui existent et que ces dossiers, même si on n'a pas pu, parce que c'était peut-être pas le moment, le contexte, il n'y avait pas peut-être la volonté aussi affichée de tous les acteurs de s'engager sur cette thématique. L'essentiel, c'est qu'il y ait des petits dossiers qui existent. Vous les avez bien sûr, on les a aujourd'hui, on va pouvoir les ressortir et on va pouvoir aujourd'hui qu'il y a cette parole qui est prise par ces 7 femmes courageuses qui ont témoigné dans l'équipe, dans le livre, dans l'Obs là récemment, et puis toutes les enquêtes de disclose qu'on a pu vraiment reprendre une par une et en faire une vraie politique ministérielle. Quand j'étais arrivée il y a un an, je sentais que c'était un sujet qui était important, de mon expérience de sportive, de mon expérience de maman vivant sur un territoire entouré d'associations où on entend dire où il y a eu des cas, mais c'est pas ressorti publiquement, médiatiquement. Aujourd'hui, on a la chance que la honte puisse changer de camp. Il faut se saisir de cette chance. Il faut être intransigeant vis-à-vis de ce qu'il se passe, puisque maintenant, les femmes et les filles, et on espère les jeunes enfants qui sont dans ces situations, pourront mettre des mots dessus et dénoncer. Il faut que la chose devienne banale, qu'on puisse en parler et que derrière, on puisse agir le plus vite possible. Madame la ministre, vous l'avez dit, la loi du silence, elle a régné, elle est en train peut-être de se libérer. Est-ce que dans le milieu du sport, c'était encore pire que dans d'autres milieux, cette loi du silence ? Je ne pense pas que ce soit encore pire. Il y a le sport propose un système d'organisation qui peut être favorable aux dérives. Mais nous, on doit veiller à ce que ces cellules de performance, parfois solitaires, légitimées par les familles, par les bénévoles autour, au nom de la performance, eh bien, on arrive à les ouvrir, à mettre plus de femmes à l'intérieur, parce que c'est aussi la présence de plus de femmes comme entraîneurs, comme dirigeantes d'associations qui va faire que la parole va plus facilement se libérer. Il faut entourer et accompagner ces sportifs pour leur dire, par des témoignages d'autres sportifs, d'autres victimes, pour leur dire, il faut que tu en parles maintenant, c'est important, parce que nous, on a beau faire tous les outils, on a beau avoir toute la motivation nécessaire pour agir, si on ne nomme pas les choses, si les cas ne sont pas révélés, on ne pourra pas agir. Donc cette première étape qui est essentielle vient d'être franchie aujourd'hui. Je félicite vraiment le courage de ces femmes, ce qu'elles ont eu comme courage pour s'exprimer sur des cas qui se sont passés en plus il y a quelques années maintenant. Donc c'est bien d'en parler aujourd'hui pour que, comme je l'ai dit, la honte change de camp et qu'on puisse enfin agir. Lundi, vous convoquez Didier Gaillaguet, le président de la Fédération française des sports de glace. Doit-il démissionner comme le demandent certains aujourd'hui ? Écoutez, je lui ai demandé de venir avec des explications, de venir aussi avec ce qu'il a mis en place, vu qu'il y avait des choses qui s'entendaient et que sûrement, sans doute, comme toutes les personnes dans la Fédération des sports de glace devaient être au courant qu'il pouvait se passer des choses. Donc j'imagine qu'en tant que président de la Fédération, il a déjà eu le temps de réfléchir et de mettre en place des choses sur ce sujet. Mais vous aussi, vous allez le confronter à des dossiers que vous allez ressortir ?
Écoutez, on a des choses sur les personnes qui ont été citées dans les articles, donc il faut qu'on poursuive les enquêtes, qu'on les réouvre et qu'on aille rechercher la parole bien précise des personnes qui ont témoigné, mais surtout aussi d'autres personnes qui sont peut-être dans l'entourage de ces adultes et qui ont subi encore des crimes de la sorte et qui ne les ont pas encore mis à jour. Et puis derrière, bien sûr, on utilisera tout l'arsenal qu'on a à notre disposition pour pouvoir agir, mettre des vrais plans de prévention en place. Et la Je ne question de pourrais la pas le faire démission toute seule. Je ne pourrais pas le faire toute seule, donc il faut absolument que toutes les fédérations se mobilisent, et celles qui ne seront pas volontaires et celles qui ne montreront pas qu'elles s'engagent véritablement sur le sujet, eh bien on fera ce qu'il faut pour les inciter à le faire beaucoup plus. Et là, je parle des fédérations, pas des personnes qui sont en place, parce que les personnes qui sont en place, elles, évidemment, elles peuvent changer, elles peuvent bouger. Est-ce qu'il y a deux temps dans ces affaires? Le temps du retentissement médiatique et de la prise de parole, et puis après seulement, longtemps après, le temps de la justice? C'est vrai que ça prend du temps parce que les procédures font qu'on passe d'abord par une enquête administrative, un dépôt de plainte qui n'est pas simple. Vous avez vu dans le livre Sarah Abitbol qui explique que même devant, quand ses parents l'emmènent pour porter plainte, elle n'a pas les mots pour sortir, pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est traumatisant et qu'on est dans un système où on n'ose pas ni faire, ni déplaire à son entourage et qu'on n'a pas aujourd'hui les outils, mais de manière générale, dans notre société, vous me demandiez si dans le sport c'est plus qu'ailleurs. Ouais. Je pense qu'ailleurs aussi, ça existe dans le monde familial, et je crois beaucoup au rôle du monde associatif. Si on travaille sur nos problématiques à nous, on va pouvoir aussi être un lieu de recueil et d'accueil de la parole sur des cas semblables qui se passent ailleurs, dans la famille ou ailleurs dans la société. Dans le milieu littéraire aussi, on l'a vu avec Vanessa Springora, il y a eu dans le milieu du cinéma. Est-ce que ces femmes ont engagé les sportifs peut-être à faire une prise de parole ? Oui, bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'aujourd'hui ça sort et qu'avant c'est moins sorti et que peut-être on a couvert des cas dans les institutions. Mais aujourd'hui, comme il y a un phénomène général de prise de parole et de prise de pouvoir des femmes et de simplement qu'elles se fassent plus entendre et qu'on écoute plus leurs paroles, c'est ce qui fait aussi que ça se libère dans le sport. Madame la ministre, à qui confie-t-on ces enfants aujourd'hui quand on les met dans des clubs sportifs ? Quels sont les moyens de contrôle que vous avez sur les éducateurs et les entraîneurs ? Aujourd'hui, il y a une faille dans le système. C'est ce système de bénévolat, des personnes qui s'engagent avec énergie, entrain autour des enfants pour la pratique sportive, pour venir en complément de l'action des personnes salariées, ou parfois c'est elles qui assurent tous les postes dans une association. Et comme ces bénévoles sont rarement licenciés par les fédérations, il n'y a pas de licence, donc du coup, il n'y a pas de traçabilité nulle part. Elles ne donnent leurs coordonnées à personne, puisque par définition, c'est basé sur leur bonne volonté. Maintenant, nous avons mené avec la Fédération française de football une expérimentation sur un territoire où on a licencié tous les bénévoles de ce territoire pendant 6 mois. On a pu, de cette manière, avoir des fichiers qu'on peut croiser automatiquement, puisque bien sûr, ça doit se faire au niveau national, pas par territoire, puisque par définition, les bénévoles peuvent être dans une association et puis dès qu'on les repère, s'ils sont mal intentionnés, partir ailleurs. Donc ça doit se faire à un niveau national, avoir un fichier national avec les coordonnées des bénévoles, les noms des bénévoles, ça va se faire dans permettra de croiser. Donc là, on a mis cette expérimentation en place il y a 4 mois. On va avoir les résultats prochainement et on va l'étendre à toutes les fédérations, mais c'est long parce que voilà, faut réformer le système des licences, faut mettre dans la tête des présidents d'assos que c'est eux qui sont responsables pénalement des personnes qui encadrent les enfants et de ces cas-là qui peuvent arriver aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en parler au grand public, voilà, au vu et au su de tout le monde, ça va faire accélérer les choses fortement. Ça change la donne. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avec nous dans 1 heure en France, jusqu'à 13h30 sur France Bleu. 1 heure en France. Frédéric Le Ternier, Noé Da Silva sur France Bleu. Et nous poursuivons avec vous, Madame la Ministre. Nous évoquons, si vous êtes d'accord, la lutte contre l'homophobie dans le sport maintenant. Oui, en début de saison, des matchs de foot ont été stoppés par des arbitres. Ça ne semble plus être le cas. Est-ce que vous nous le confirmez ? Ma prise de position sur les chants homophobes dans les stades, à caractère homophobe dans les stades, c'est vrai, a soulevé, j'allais dire, l'engouement des arbitres. Parce que pour cette thématique-là, mais pour d'autres thématiques aussi qui mettaient à mal le jeu, la partie, les sportifs eux-mêmes et leur propre autorité sur le terrain, ils ont envie d'être plus reconnus. Et on voit aujourd'hui, même si c'est vrai que leur engouement a clairement été un peu arrêté par la prise de position du président de la Fédération française de football, aujourd'hui,
ils ont envie de continuer, et les sportifs ont envie de continuer à faire vivre cette cause. Moi, je suis consciente que tout ça, c'est un travail de longue haleine. Parler de l'égalité homme-femme dans la société, ça a mis du temps. Aujourd'hui, on en parle plus. Parler des droits et de la tolérance vis-à-vis des personnes homosexuelles, ça prend du temps. Vous confirmez qu'il n'y a plus d'arrêt de match, qu'il n'y a plus de... C'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'il y en a encore... Non, mais il y en a encore dans certains stades, et je pense que les arbitres continueront à le faire dès qu'ils jugent que les chants dépassent une certaine limite. Mais il faut aussi remarquer une responsabilisation des groupes de supporters qui ont, pour certains d'entre eux, compris le message, et le travail qu'a démarré la Fédération de football avec la Ligue et avec nos ministères sur la sensibilisation autour de cette thématique, qui prend du temps, mais qui nécessite aussi des opérations de pédagogie. Et évidemment, il y a les sanctions, mais il y a aussi tout le travail de sensibilisation, parce que comme l'ont dit les supporters, nous, on n'est pas homophobes. C'est traditionnel, dans ces chants-là, on utilisait ces mots-là, mais il faut aussi qu'ils comprennent que des gens qui sont homosexuels ailleurs dans la société et qui subissent des violences de la part d'autres personnes, parce que, à cause de leur orientation sexuelle, ces chants accréditent et légitiment des gestes ailleurs dans la société qui n'ont pas lieu d'être. Roxana Maracineanu, pourquoi si peu de sportifs prennent parti dans cette lutte ? Aujourd'hui, on a quand même des grandes figures qui ont pris position. Je pense au football, évidemment. Pour cela, il y a Antoine Griezmann qui a pris la parole, Kylian Mbappé qui s'est positionné sur les discriminations raciales, puisque j'ai parlé de l'homophobie, mais de manière plus large, ça s'encadre dans la lutte contre les discriminations. Chez nous, c'est vrai, mais c'est très rare que les sportifs se positionnent sur un terrain de foot en disant finalement on va arrêter le match pour lequel on est payé pour jouer, pour lequel on offre un spectacle aux supporters avec qui ils ont quand même une relation particulière, d'amour-haine permanente. Donc moi je pense que on doit aussi positionner les clubs sur une plus grande relation avec leur groupe de supporters et leur dire que c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, dans la pédagogie et avec patience. Un joueur australien, Israel Follo, a été banni par les fédérations australiennes après ses propos homophobes réitérés à plusieurs reprises. Il a plusieurs fois signé. Il vient là de signer justement à Perpignan avec les Dragons catalans en rugby à 13. Quelle est votre réaction ? Je suis ravie qu'ils doivent porter le brassard multicolore et les lacets multicolores à ses baskets, malgré ses prises de position, parce que finalement, quand on fait partie d'un groupe plus large qui porte des valeurs de tolérance et des valeurs positives, quand on en porte des plus négatives et qu'on est mis en minorité, c'est déjà une bonne chose. On parle sport avec la ministre jusqu'à 13h30 sur France Bleu. À tout de suite. France Bleu. À France Bleu, nous avons 44 radios locales qui connaissent mieux que personne la vraie vie de vos régions. Alors quand on parle tournoi destination, France Bleu avec nous. La parole est à l'Ovalie. C'est de l'art, c'est du génie. Avec France Bleu Isère, France Bleu Occitanie, France Bleu Pays Basque, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Gascogne, France Bleu Béarn, France Bleu Gironde. Vivez le tournoi à destination avec les vrais experts du ballon ovale. C'est une notion de base de ce sport. Première journée du tournoi 2020, France-Angleterre. Avant-match, crunch et débrief, dimanche sur votre France Bleu, dès 15h. France Bleu, 100% d'émotion. 1 heure en France. Frédéric Le Tournier, Noé Da Silva sur France Bleu. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, est l'invitée du Nord en France avec nous aujourd'hui. Après avoir parlé de la lutte contre l'homophobie, nous abordons maintenant la question des supporters. Avec le contexte de grogne, puisqu'ils sont nombreux, ces supporters, à se plaindre des interdictions de déplacement, des restrictions. Pour explication, il y a souvent eu la mobilisation des forces de l'ordre sur d'autres opérations, comme notamment les manifestations de Gilets jaunes à l'époque. Madame la ministre, je vous présente Antoine Barège de France Bleu Lorraine à Metz, qui va vous interroger sur des cas bien précis. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Pour soulager les forces de l'ordre, effectivement, les déplacements de supporters en ce moment sont limités, voire interdits. Un exemple, ce dimanche, pour le match Metz-Saint-Étienne au stade Saint-Symphorien de Metz, les supporters de Saint-Étienne sont encadrés. Je vous lis un extrait de l'arrêté préfectoral. Il est interdit de se rendre dimanche au stade Saint-Symphorien vêtu d'un maillot, d'une écharpe ou de tout signe distinctif de l'AS Saint-Étienne, en dehors des supporters effectuant le déplacement de manière encadrée. Alors le directeur de France Bleu Lorraine est supporter des Verts, il n'a pas le droit de mettre son maillot vert ce dimanche, il n'a pas le droit de mettre son écharpe. Est-ce que vous trouvez ça normal et est-ce que ce n'est pas une atteinte aux libertés ?
On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur et Laurent Nunez, qui est très au fait de ces déplacements de supporters, puisqu'il y a travaillé beaucoup quand il était à Marseille. Et aujourd'hui, on a sorti une circulaire commune. C'est quand même une vraie volonté affichée de faciliter les déplacements des supporters. Elle a été saluée par le président de la Fédération française, qui Dieu sait s'il supporte justement les supporters eux-mêmes et qu'il a envie de faire avancer cette cause des déplacements des supporters. Aujourd'hui, on a mis en place une procédure bien encadrée, bien en amont, qui donne lieu à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en dehors des déplacements des supporters qui vont se faire de manière encadrée. Moi, je retiens le positif dans ce que vous dites, c'est-à-dire que les supporters de Saint-Étienne vont pouvoir venir au stade à condition qu'ils soient encadrés. On a réussi à trouver une collaboration resserrée entre les forces de l'ordre et les forces de sécurité mises à disposition par les clubs. On a avancé les concertations entre les deux clubs de manière à ce que, en préfecture, ils se rencontrent assez en amont. C'était pas le cas avant. Maintenant, c'est une décision qui doit se faire de manière justifiée et c'est plus unilatéral à la main du préfet, donc ça doit remonter et c'est centralisé. Le ministère des Sports a son avis à donner. Après, effectivement, on veut protéger le public de manière générale contre toute forme de violence. Et si c'est pas fait de manière encadrée et que les groupes supporters adversaires vont s'en prendre à quelqu'un parce qu'il a mis un maillot et une écharpe et qu'il y aura une bagarre, voire plus, évidemment, nous on veut éviter ça. Et je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics que d'encadrer, de réguler, mais de manière raisonnée. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était un peu des décisions unilatérales parfois, sans vraie justification, si ce n'est celle d'un préfet de dire je n'ai pas assez de force d'ordre à mettre à disposition de ce déplacement, donc comprenez-moi. Mais les supporters avaient du mal à comprendre, surtout s'ils n'étaient pas associés à la décision et autour de la table. Cette circulaire va changer la donne et on voit déjà les effets, puisqu'il y a beaucoup plus de déplacements de supporters. Antoine, à Metz, il y a aussi un test de reconnaissance faciale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe concrètement ? Oui, le FC Metz réfléchit à utiliser de nouvelles techniques à l'entrée des stades, comme la reconnaissance faciale, avec l'aval des instances du football. Il y a une start-up messine qui a présenté une solution technologique et qui a fait des tests avec des salariés volontaires, mais pas de tests sur les supporters comme certains le craignaient. Est-ce qu'il faut, Madame la Ministre, en arriver là ? Alors, il faut comprendre que ces expérimentations et cette valorisation du savoir-faire français, puisque vous l'avez précisé, c'est une entreprise de Metz qui est à l'initiative de ce dispositif, eh bien, ils ont vocation à être valorisés sur les grands événements sportifs que la France organise et sur d'autres événements sportifs où la France peut exporter ses savoir-faire. Et c'est pour ça que dans le cadre de ces expérimentations, c'est pas les supporters qui sont visés expressément, mais c'est la sécurité autour de l'événement sportif de manière générale. Vous savez qu'il y a une vraie problématique de lutte qui s'encadre dans la lutte contre la radicalisation en France, mais aussi dans le monde. Donc il faut qu'on veille à la lutte contre le terrorisme. Et quand on a des personnes rassemblées autour d'un événement sportif, ça peut être très dangereux. Donc vous êtes favorable à une généralisation ? Alors, pas spécifiquement qui cible les supporters, mais de manière générale, bien sûr, je suis favorable à assurer la sécurité des personnes qui rentrent pour assister à un spectacle sportif et toutes les méthodes comme celle-ci qui peuvent être mises en place pour pouvoir reconnaître les personnes qui peuvent mettre le public qui vient en danger. Il faut qu'on puisse les reconnaître et les écarter de l'événement et pouvoir les repérer. La radicalisation... Dans le respect, évidemment, des droits de chacun. La radicalisation, vous en avez parlé, elle s'exprime davantage dans le milieu sportif ? Disons que, pareil, comme pour les violences sexuelles, il y a un milieu propice, c'est-à-dire qu'on a accès à des jeunes personnes à qui on peut dire ce qu'on veut, en fait. On est là, on est censé donner un message éducatif, un message dans un certain cadre. Mais si ça, c'est pas contrôlé, si c'est pas encadré, évidemment qu'il peut y avoir la place aujourd'hui pour des dérives à caractère communautaire, à caractère radical. Et il faut qu'on veille à ça. C'est encore la toute-puissance du monde des entraîneurs, des adultes. Oui, et puis un peu le sport qui est considéré comme un loisir, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il faut le considérer comme un vrai élément éducatif pour nos enfants et encore, j'allais dire presque le seul lieu du vivre ensemble. Et il faut y accorder l'importance qu'on doit lui apporter au sport et au milieu associatif, en veillant aux dérives, mais surtout en lui redonnant sa vraie place au sein de notre système éducatif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Jean-Michel Blanquer. On mène un vrai rapprochement entre de l'Éducation nationale. Voilà, le ministre de l'Éducation nationale. Et on mène un vrai rapprochement entre nos deux ministères pour
parler plus du sport à l'école, du monde associatif pour le vivre ensemble et le monde scolaire qui doit se rapprocher aujourd'hui pour se mettre autour de l'enfant et du parcours de l'enfant, que ça se fasse dans l'association ou à l'école. Si vous nous rejoignez, sachez que Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, est encore avec nous pour quelques minutes sur France Bleu. Donc nous évoquons maintenant le sport féminin toujours. C'est ce week-end en partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et votre ministère des Sports. Alors vous vous êtes insurgé il y a quelque temps sur le manque de retransmission de certaines disciplines sportives féminines. Vous trouviez à l'époque que les médias ne relayaient pas assez. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Il y a eu une augmentation, il y a 10% de plus de retransmission si on compare avec 2012, donc voilà, une petite augmentation. Je pense qu'aujourd'hui, les mesures qu'on a prises avec l'Agence nationale du sport et le Comité national olympique français d'aider au coût de production des événements sportifs féminins, et puis après de les retransmettre sur une nouvelle chaîne que le CNOSF vient de sponsoriser, j'allais dire, pour laquelle on a eu une fréquence de la part du CSA, qui est Sport en France, où on peut retrouver les petites disciplines sportives, les sports féminins, enfin la partie féminine des sports qui n'était pas diffusée. Et c'est votre ministère qui produit ? Voilà, donc nous, avec le fonds audio de l'agence et une participation du CNOSF, on a donné une priorité pour les coûts de production de ces événements. On réfléchit aussi à une mutualisation, puisque beaucoup de sports se passent dans le même endroit, donc aussi à installer dans les équipements, au moment où on les construit, des caméras pour pouvoir mutualiser les moyens et produire, puisqu'en fait c'est ça principalement le frein. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui sont prêtes à accorder un ticket d'entrée, c'est-à-dire de payer des droits au sport féminin en France. On veut au moins qu'ils leur réservent une place dans la grille, et ça, je pense qu'on peut tous se battre pour cet objectif, parce qu'au-delà du sport, je pense que c'est l'image de la femme dans la société qui peut être promue par des images qui mettent la femme dans d'autres situations que celles que propose la télévision justement, aujourd'hui. Est-ce que vous dites qu'il y a un avant et un après Coupe du Monde féminine de football ? Oui, parce qu'on s'est rendu compte que le sport féminin, quand il était diffusé et quand les chaînes osaient, finalement, ça fait des gros taux d'audience. C'est les 3 meilleures audiences, je crois, de 2019. Voilà, donc quelque part, rester sur des schémas anciens dans lesquels sont les télés aujourd'hui et beaucoup de médias, de dire finalement, on marche que sur des notions d'audience, où il n'y a que ce sport-là ou ce sport-là, ou que le sport masculin qui plaît et qui attire du monde, c'est ne pas évoluer avec la société, en fait. Et les médias, aujourd'hui, vous voyez, sur des thématiques comme on a évoqué tout à l'heure, c'est eux qui peuvent faire avancer des causes sociétale aussi. Donc aujourd'hui, c'est en parlant tous ensemble, oui. Voilà, c'est retransmettre du sport féminin, c'est aussi parler de la place de la femme dans la société et s'engager pour que celle-ci ait plus de place, avec tous les bénéfices qu'on peut récolter derrière, même quand on est un acteur économique comme beaucoup de médias, parce que derrière, il y a plus de femmes qui vont se mettre à regarder aussi et pourquoi pas des journalistes sportives. Ce serait bien aussi. Un petit mot pour conclure, des pronostics avec vous, Roxana Maracineanu. Peut-être pour les JO de 2020, est-ce qu'on peut espérer faire mieux que les 42 médailles d'il y a 4 ans de nos athlètes ? Pour nous, c'est un véritable enjeu parce qu'on a les Jeux à Paris en 2024 et plus on sera performant à Tokyo, plus on sera performant à Pékin pour les Jeux d'hiver, et meilleur sera le résultat à Paris. Mais là, vous dites quoi ? Plus de 42 médailles ou 42 ? Le plus possible. Voilà, le plus possible de médailles là. C'est aussi des Jeux où il va falloir mettre en selle des jeunes athlètes, parce qu'on sait que derrière, il y aura la motivation d'être présent à Paris. Et quand on a déjà vécu une expérience olympique, on est d'autant meilleur la deuxième fois en fait et la troisième fois. Donc si on veut briller à Paris, eh bien il faut vraiment réussir ces Jeux. C'est une pression supplémentaire peut-être pour les athlètes qui iront, mais en tout cas c'est une chance exceptionnelle si toutefois on donne la chance à des jeunes aujourd'hui de passer le cap des sélections et de s'affronter pour la première fois avec le gratin mondial dans des Jeux olympiques qui sont quand même une compétition assez particulière. C'est pas comme des championnats du monde. Et on vous demande évidemment pas si vous allez regarder le tournoi des 6 nations. Alors figurez-vous qu'on se partage la tâche. J'ai beaucoup de ministres qui vont être présents au France-Angleterre au Stade de France. Moi je vais me rendre à Pau pour suivre les filles qui jouent au rugby, puisque c'est l'occasion de parler du sport féminin plus médiatisé et plus regardé. Bon, et on salue quand même, vous avez évoqué, Frédéric, les journalistes féminins. Sportives. Fanny Lechevestrier sera aux commandes du match sur France Bleu dimanche après-midi. De 15h à 18h. Merci infiniment d'avoir été à nos côtés, Roxana Maracineanu. Je rappelle évidemment que vous êtes ministre des Sports. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.